L'invité de la rédaction. Et l'invité de la rédaction aujourd'hui est journaliste et désormais réalisateur de documentaires. Depuis 20 ans, il couvre l'actualité américaine depuis New York pour différents médias, de l'élection controversée de George W. Bush face à Al Gore, au triomphe de Trump face à Hillary Clinton. Il a été de toutes les campagnes. Et pour cette élection américaine 2020 si particulière, il a décidé de justement battre la campagne Floride, Géorgie, Caroline du Sud, en passant par Washington, Philadelphie ou Baltimore. Notre invité du jour réalise en ce moment même un documentaire baptisé Les États des Unis sur le terrain pour prendre le pouls du pays au contact des Américains et des Américaines, ceux et celles qui feront basculer l'élection d'un côté ou d'un autre. David Benaim, bonjour. Bonjour Rudy. Merci d'être avec nous depuis New York. Alors déjà, est-ce que vous pouvez nous dire comment est né ce projet, puis nous expliquer en détail ce que sont ces swing states américains, ces États pivots comme on dit, dont nous allons beaucoup parler ces 2 prochains mois? Absolument, mais j'ai toujours eu envie de traverser l'Amérique en caravane, c'était un vieux rêve. Visiter le pays, faire une traversée de New York à Los Angeles. J'avais tout prévu, le parcours, les rencontres, les villes traversées, un mélange de documentaires sur l'Amérique d'aujourd'hui, entre politique et social, mais avec la Covid, mes plans ont complètement changé. Et je voulais quand même absolument raconter cette Amérique que j'aime bien depuis 20 ans, vous venez de le dire, et que je commence à bien connaître, et la raconter sous une forme différente du quotidien des correspondances pour la télévision. On couvre souvent les attentats, les crises, les tweets du président ou les derniers sondages, mais au final, je me suis rendu compte que les Français ou les Israéliens avec qui je parle, souvent ne comprennent pas l'Amérique, et ils envoient des bribes à la télé, ils en rêvent grâce à Hollywood, mais j'avais vraiment le sentiment et l'envie de transmettre ces États-Unis qui ne sont pas si riches, si glorieux, et qui ont pourtant tant à donner avec beaucoup d'espoir, qui vont encore pendant longtemps participer à faire avancer les démocraties du monde, mais j'avais envie de prendre une vraie température, parler des sujets différents, comme par exemple des réfugiés climatiques, du port d'armes et la suprémacisme blanc, l'enjeu des infrastructures qui tombent en lambeaux dans tout le pays et que le prochain président, quel qu'il soit, devra adresser des ponts, des viaducs, des routes délabrées d'un pays qui n'a pas su entretenir ses infrastructures. Donc j'avais vraiment envie d'aller sur le terrain et de parler de ces thèmes-là. Un thème essentiel, par exemple, Rudy, c'est la suppression systématique des électeurs dans certains États qui empêchent complètement des millions d'Américains de s'exprimer. Ça passe par la purge de fichiers de listes électorales avec des noms à consonance afro-américaine en Géorgie, par exemple, qui ont été complètement supprimés des listes électorales, repoussant des électeurs le jour de l'élection parce qu'ils ne sont pas sur ces listes, ou bien le déséquilibre entre le nombre de bureaux électoraux et d'assesseurs présents entre les quartiers à majorité blanche et les quartiers pauvres ou de minorité. On prend à peu près 15 minutes pour un Américain moyen blanc de voter en Caroline du Sud ou en Alabama. Ça va prendre des heures pour un électeur de ces mêmes États quand ils habitent dans des quartiers dits pauvres ou minoritaires. C'est ce que je voulais montrer. C'est pour ça que je fais ce documentaire, les États des Unis, pour montrer une Amérique qu'on ne voit pas forcément à la télévision au quotidien dans les JT. Alors vous parcourez toute la côte est des États-Unis, vous rencontrez beaucoup d'Américains. Alors on l'a dit, c'est un contexte extrêmement particulier, celui du Covid-19. Quelle est l'atmosphère dans cette campagne, dans la population américaine ? Alors, c'est une atmosphère extrêmement bizarre, un peu tendue. J'ai vraiment traversé 2 Amériques. Dès mon arrivée en Floride au début, on peut voir la différence avec l'Amérique de New York. On a vraiment le sentiment d'entrer dans ce qu'on appelle the Trump Country. Les panneaux dans les jardins, les autocollants à l'arrière des voitures. Il y a un nouvel autocollant qui a fait apparition, c'est le profil du visage de Donald Trump qui est collé sur les voitures. On a l'impression qu'il est à l'arrière et qu'on le conduit. En fait, c'est une nouvelle campagne pour Trump. Et donc, c'est une nouvelle tendance ici des autocollants politiques. Donc, on arrive comme ça. Je suis arrivé à Jacksonville, en Floride, qui est une ville qui a un maire républicain, mais qui a voté en majorité pour Hillary Clinton en 2016. Et donc, on se rend compte vraiment qu'on est en Trump country. Et plus on monte sur la côte, et sur la côte est des États-Unis, plus on monte donc de la Floride pour aller vers New York, en passant par la Caroline du Sud, du Nord, la Virginie, Washington DC, etc., plus on se retrouve dans des États qui peuvent passer pour bleus. Bleu pour les démocrates, rouge pour les républicains, les fameux blue et les red states. Et là, le contraste est hallucinant. La division, elle est palpable. Les antagonismes sont légion et on ressent vraiment à quel point cette Amérique, qui a su si bien se réunir et être solidaire après les tragédies de l'histoire, cette Amérique est totalement divisée, que même une tragédie ne pourrait pas aujourd'hui réussir à les réunir. Pour prendre par exemple le Covid, puisque vous me demandez l'atmosphère dans ce contexte si particulier, le port du masque, par exemple, a été complètement politisé. À New York ou à Washington, même dans le Delaware ou en Virginie,
le port du masque est respecté généralement. Dans les grands magasins comme Costco, qui est le plus grand discounter du pays, les employés veillent vraiment à la prise de température, au port du masque, etc. Ce n'était pas du tout le cas en Caroline du Sud, par exemple, où je n'ai quasiment pas vu un seul masque porté dans la rue. Et on est venu m'interpeller pour me demander ce que je filmais. J'avais un masque, ma caméra, et savoir ce que je prenais en photo. Et mon accent français les a quelque part un peu rassurés. Ils sont vite partis. Mais voilà, ça vous montre un petit peu qu'il y a une vraie tension. Même en Géorgie, à Savannah, je suis allé filmer la suppression des électeurs. Et je suis tombé sur une élection locale. Je suis allé filmer tout seul avec mon smartphone, ma lumière, mon équipement ultra portable, un peu comme un homme orchestre. Donc ça impressionne un petit peu quand on me voit. Je suis allé filmer les boîtes aux lettres pour déposer les bulletins à l'extérieur, les électeurs qui sont venus voter en personne, les employés municipaux, etc. Et là, je me suis fait interpeller par un policier. On avait peur que je filme les électeurs, leur plaque d'immatriculation. Il y a eu une vraie paranoïa. Ils ont appelé une autre police pour vérifier ce que je faisais. Ma carte de journaliste a finalement résolu rapidement l'histoire, mais ça vous montre à quel point les Américains sont sous tension et ne font confiance à personne. Alors on en parlait hier sur cette antenne, vous venez de le dire, le ton est... L'atmosphère est tendue, le ton est à l'invective. On va essayer ensemble, David Benaïm, de prendre le temps de détailler les personnalités, les programmes des deux candidats, notamment par rapport à la communauté juive américaine et par rapport à Israël. Et on va commencer par le challenger, un challenger quand même de 78 ans, Joe Biden. Je propose, David Benaïm, d'écouter un court extrait de son discours d'investiture. C'était il y a une quinzaine de jours. L'actuel président a drapé l'Amérique dans les ténèbres bien trop longtemps. Trop de colère, trop de crainte, trop de division. Ici et maintenant, je vous le promets, si vous me faites confiance et vous me confiez la présidence, je ferai ressortir le meilleur de nous, pas le pire. Je serai un allié de la lumière, pas des ténèbres. L'heure est venue pour nous, peuple, de nous rassembler. It's about winning the heart and, yes, the soul of America. Winning it for the generous among us, not the selfish. Il s'agit de gagner les cœurs et l'âme de l'Amérique, et il a gagné pour les généreux parmi nous, pas pour les égoïstes et pas seulement pour quelques égoïstes au sommet. Gagner pour les communautés qui ont connu l'injustice d'un genou sur le cou. Pour tous les jeunes qui n'ont connu qu'une Amérique où les inégalités augmentent et les opportunités diminuent. Il mérite de faire l'expérience de la promesse de l'Amérique. 4 crises majeures, tout au même moment. Une tempête absolue de la pire pandémie depuis plus de 100 ans. La pire crise économique depuis la Grande Dépression. Le plus poignant appel pour la justice raciale depuis les années 60. Et la réalité indéniable de la menace croissante du changement climatique. Donc la question est simple. Sommes-nous prêts? Je pense que oui. Il le faut. David Benaïm, on vient de l'entendre, Joe Biden se pose en protecteur de la démocratie américaine. C'est une totale opposition à Donald Trump au niveau du style. Au niveau du style, au niveau du message, à tous les niveaux. Vous savez, Biden avait dit depuis le début de la campagne des primaires qu'il n'avait pas du tout au départ l'intention de se présenter, qu'il pensait que sa fenêtre d'opportunité pour devenir président s'était refermée à la mort de son fils, Beau Biden, qui est mort en 2015 d'un cancer du cerveau. Et même après la défaite d'Hillary Clinton, il n'en avait pas du tout l'intention. Mais c'est une scène, un week-end particulier qui l'a poussé à se mettre en campagne, ce fameux week-end à Charlottesville, en Virginie, où des suprémacistes blancs ont manifesté face à des militants qui protestaient pour retirer la statue du général Robert E. Lee de la place publique. Robert E. Lee, c'était un général sudiste, esclavagiste, qui a perdu la guerre civile, et qui a abouti ensuite à l'abolition de l'esclavage par Lincoln. Ce week-end-là, c'était donc les défenseurs du drapeau confédéré, des suprémacistes blancs, qui défilaient sur le campus de l'Université de Virginie, qui scandaient « Les Juifs ne nous remplaceront pas, Jews will not replace us, blood and soil, le sang et la terre ». Et le lendemain, il y a eu une attaque à la voiture bélier qui a fait une morte. Un suprémaciste a foncé dans la foule et a tué une personne. Donald Trump a été interrogé sur les événements. C'était un samedi, on était en août 2017, à peine 7 mois après son investiture. Trump est interrogé sur l'attaque qui n'est rien d'autre que du terrorisme intérieur. Et il a répondu qu'il y avait des gens bien de chaque côté, du côté des manifestants, pour le retrait de la statue d'un esclavagiste, comme du côté des suprémacistes qui scandaient « Les Juifs ne prendront pas nos places ». C'est à ce moment-là, ce serait à ce moment-là, que Joe Biden s'est remis en selle. En tout cas, c'est la légende qu'il a proposée au public. Et c'est en effet de cette manière-là qu'il a lancé sa campagne pour citer, parce que c'est l'Amérique et le caractère du pays qui est sur le bulletin. Il se pose donc en opposant, mais surtout en opposé de Donald Trump, en gardien de la démocratie, de la morale,
L'un veut rendre toute sa grandeur à l'Amérique, Biden, sa morale et son humanité. Donc oui, c'est totalement l'opposé de Donald Trump de ce point de vue-là. Alors il y a les programmes aussi, au-delà du tout sauf Trump. Quels sont les atouts et les grands axes que Joe Biden propose aux Américains ? Rudy, c'est un vrai problème pour cette campagne. On est tellement dans la division et dans l'opposition de l'autre candidat que le message sur le programme ne passe pas forcément. Alors il a un programme social pour améliorer sur le système de santé, le fameux Obamacare qu'il avait déjà fait, pour qu'il puisse aider encore plus d'Américains à avoir une assurance santé, pour que le Covid soit résolu, le nombre de familles endettées qui ressortent de cette pandémie qui a déjà tué plus de 180 000 Américains, 190 000 Américains, c'est 190 000 familles touchées, on parle de 250 000 d'ici le jour de l'élection. Aujourd'hui, le taux de mortalité est toujours de 1000 par jour, donc la santé en premier lieu, c'est l'un des premiers sujets de campagne de Joe Biden. Également sur son programme, la régularisation des Dreamers, vous savez, ces fameux enfants d'immigrés clandestins qui demandent un chemin vers la citoyenneté. Ils sont près de 800 000 dans cette situation. Ça, c'est un programme de campagne qui n'a pas beaucoup d'intérêt parce que ce ne sont pas des électeurs aujourd'hui, mais ça peut être des électeurs demain du Parti démocrate. Il a un programme social que le candidat Biden a hérité des progressistes du parti, avec un salaire minimum à $15 par heure, retour sur les accords de Paris sur l'environnement. Et puis depuis la mort de George Floyd et la présence du Black Lives Matter dans la campagne, c'est devenu un thème assez central de la campagne, moins d'inégalité raciale. On est dans un programme classique démocrate, un peu plus à gauche que d'habitude, pas assez pour de nombreux électeurs qui veulent un virage beaucoup plus à gauche, mais les démocrates ont visé le centre sur cette élection pour tenter de récupérer des voix à Donald Trump. C'est pas sûr que ce soit la bonne stratégie. Une immense part de l'électorat progressiste proche de Bernie Sanders et Elizabeth Warren pourrait ne pas se déplacer. C'est une des problématiques de la campagne. Alors on en vient maintenant à la question des relations entre Israël et les États-Unis. L'électorat juif américain, on le sait, est traditionnellement démocrate, mais une certaine crainte est apparue ces dernières années chez certains juifs américains face à la montée de courants comme les courants indigénistes, pro-palestiniens, à la gauche du Parti démocrate. Alors avant d'en parler avec vous, David, je voulais qu'on écoute un extrait du discours vidéo que Joe Biden a adressé à l'AIPAC. C'était en mars dernier, juste avant la crise du coronavirus. Il condamne dans un premier temps la montée des actes antisémites aux États-Unis et clarifie sa position concernant le conflit israélo-palestinien. On l'écoute. Nous avons besoin de vous pour vous lever pour ces valeurs et aussi pour un partenariat durable entre Israël et les États-Unis qui se battent pour l'existence d'une paix, d'une vraie paix, pas d'un coup politique vide. Les deux parties assises à la même table de travail, travaillant dur pour trouver un accord. Parce que vous le savez, une solution à deux États est la meilleure manière d'assurer la sécurité et la paix pour les Israéliens dans l'État juif et démocratique d'Israël. C'est le but que nous poursuivons tous. Vous le savez, les Israéliens se réveillent tous les matins et doivent affronter une menace existentielle, celle de leurs voisins, une pluie de roquettes de Gaza, les menaces de l'Iran et du Hezbollah. Threats and missiles from Iran and Hezbollah. Israeli lives each day are moving forward with tremendous. Les Israéliens vont de l'avant avec un énorme courage, mais sous la menace. C'est pour cela qu'il est toujours évident qu'Israël doit être capable de se défendre. Ce n'est pas juste important pour la sécurité d'Israël, mais je crois que c'est aussi important pour la sécurité de l'Amérique. Et c'est pour ça aussi que je suis si fier que l'administration Obama-Biden ait autant fait pour soutenir la sécurité d'Israël avec le dôme de fer qui sauve des vies. Mais nous ne pouvons pas totalement assurer la sécurité d'Israël sans paix. La paix est indispensable et c'est aussi la meilleure façon d'accéder aux aspirations légitimes du peuple palestinien. Alors, on a le sentiment que Joe Biden est sur une ligne assez traditionnelle du Parti démocrate concernant Israël. À l'ancienne. À l'ancienne, oui, ce qui n'aurait pas forcément été le cas si Bernie Sanders avait porté l'étendard du parti. C'est évident que la politique de Bernie Sanders, et particulièrement de ses acolytes Alexandria Ocasio-Cortez, Ilhan Omar ou Rachida Tlaib, n'aurait pas été du tout pareil que sous l'administration Biden-Harris. Et la judaïté de Sanders n'aurait rien changé. Mais les démocrates comme les républicains sont encore dans leur immense majorité en faveur de la sécurité d'Israël avant tout. Biden a donc parlé à l'AIPAC, il y parle tous les ans, en personne ou par vidéo interposée. Il a visité de nombreuses fois Israël en tant que VP ou en tant que vice-président, et aussi même avant qu'il soit vice-président. Sous Biden et donc sous Obama, les États-Unis ont accordé 38 milliards de dollars d'aide
par an sur 10 ans. La plus grande aide militaire jamais attribuée à une force étrangère. Donald Trump n'a pas dépensé un dollar de plus par rapport à cette aide qui avait été signée sous Obama. Et les relations entre les agences de renseignement entre Israël et les États-Unis étaient bien plus prolifiques que pendant le mandat Trump, qui a rompu leur confiance tout début de son mandat en divulguant des informations secrètes livrées par le Mossad. Alors Biden rouvrira probablement le bureau de l'OLP à Washington, retournera à des aides humanitaires peut-être plus contrôlées que dans le passé envers les Palestiniens, mais ce qui est acquis ne sera pas repris. Pas question de revenir sur le déménagement de l'ambassade des États-Unis à Jérusalem, qui est une loi qui avait été votée sous Clinton en 1995 et qui attendait son application depuis Clinton, Bush et Obama. Trump a délivré sa promesse là-dessus, et ça, c'est sûr que Israël et les Juifs américains lui seront toujours reconnaissants. Il y aura un rééquilibrage, mais pas de rupture sur la relation actuelle. Sous une administration Sanders, ça aurait probablement été différent. Et à quoi ressemblerait, selon vous, un couple Biden-Netanyahou ? Est-ce que ça peut fonctionner ? Je vais la mettre en parallèle avec le couple Bibi-Trump. En fait, c'est ça le problème, c'est que cette relation entre Trump et Bibi, elle est unique. C'est rare entre deux chefs d'État. Ils se rendent service, la reconnaissance de l'annexion du Golan à la veille d'une élection, le traité de paix avec les Émirats arabes unis et surtout la cérémonie la semaine prochaine à Washington en pleine campagne, alors qu'Israël est en train de vivre le pire de sa crise pandémique. Tout ça, ce sont des cadeaux électoraux, des échanges de bons procédés. Biden et Bibi, ce sera pas forcément du tout pareil, ce sera forcément pas pareil. Mais Biden, c'est un charmeur. Et il a aussi Kamala Harris dans sa manche, qui est mariée à un juif américain, qui a 3 filles, qui l'appelle Kamala, Mamala, maman en yiddish. Et elle joue énormément là-dessus pour attirer l'électorat juif qui pourrait être crucial dans des états pivots comme en Floride. Et elle le disait il y a 2 semaines lors d'une soirée pour récolter des fonds avec des juifs américains. Elle prendra les dossiers là où ils sont et avancera pour faire avancer la paix au Proche-Orient, toujours avec la sécurité d'Israël en tête. Je viens de la citer. Là où ça peut vraiment accrocher au sens négatif du terme, c'est sur le deal sur le nucléaire iranien. Il semble que Biden veut retourner à la table. Pas sûr que les Iraniens veuillent d'un côté, mais là, ça risque forcément de bloquer Bibi. Alors les communautés juives du monde observent parfois avec inquiétude l'émergence de nouveaux visages à gauche du Parti démocrate, comme la députée du Minnesota, Ilhan Omar, ou encore Alexandra Ocasio-Cortez. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus justement sur ces nouveaux visages qu'on ne connaît pas, finalement pas si bien vu de France ? Elles sont très progressistes. On pourrait le comparer avec l'extrême gauche française, même si l'extrême gauche aux États-Unis, ça reste du centre gauche à l'américaine. Elles sont progressistes, très populaires. Leurs soutiens sont grandissants. Il faudra faire avec dans le futur parce que Trump ou Biden l'emportent, dans 4 ou dans 8 ans, le Parti démocrate ressemblera à ces 3 élus-là. Est-ce que c'est un danger ? C'est mal vu par les juifs des États-Unis ? Non, les juifs américains, beaucoup de juifs américains votent pour elles. Ils sont extrêmement progressistes. Ils ont toujours été traditionnellement. Vous savez, les juifs américains votent entre 70 et 80% pour le Parti démocrate. Maintenant, si elle commence à s'opposer à Israël, à avoir des discours antisionistes, comme ça a été le cas, ou même voire antisémites, comme Ilhan Omar, qui avait décrit l'AIPAC comme un lobby qui était all about the Benjamin, ce qui veut dire que tout était lié au Benjamin Franklin. C'est le visage historique qui est sur les billets de $100, donc mélange clair de Israël, de juifs et d'argent. Et donc ce sont ces remarques récurrentes qui risquent de désolidariser les juifs américains au Parti démocrate. Il y a un autre facteur qui est très important, c'est que elles sont très proches du BDS, du mouvement de boycott d'Israël. Elles sont issues des campus américains et leur influence est vraiment grandissante sur ces campus-là. C'est une vraie menace pour le futur des relations avec Israël, mais ça, on parle dans 4 ou 8 ans. Biden et Harris ne seront pas encore influés par elles. Alors on en vient maintenant, David Benaïm, à Donald Trump, qui souhaite donc décrocher un second mandat qui lui tendait finalement les bras avant cette crise du coronavirus. Trump, qui voulait capitaliser sur ses bons résultats économiques, doit changer de stratégie. Il a donc décidé d'agiter le chiffon rouge. Je vous propose d'écouter quelques extraits de son discours d'investiture. Greatness as a nation, everything we have achieved is now in danger. Tout ce que nous avons accompli est maintenant en danger. C'est l'élection la plus importante de l'histoire de notre pays. Joe Biden n'est pas le sauveur de l'âme américaine. Il est le destructeur des emplois américains. Et si on lui en donne l'occasion, il sera le destructeur de la grandeur américaine. Biden est le cheval de Troie du socialisme. Si Joe Biden n'a pas la force de résister au marxisme et aux yeux fous,
comme Bernie Sanders et ses collègues radicaux. Il y en a beaucoup, beaucoup. On les voit tout le temps, c'est incroyable. Alors, comment fera-t-il pour vous défendre? Il ne le fera pas. Then how is he ever going to stand up for you? He's not. Voilà, alors Donald Trump promet une situation semblable à celle du Venezuela pour ceux qui s'aventureraient à voter Biden. Est-ce que cette stratégie de la peur peut le mener à un second mandat, selon vous? Il y a deux stratégies là-dedans, Rudy. La stratégie de mettre les démocrates, qui est un parti de centre-gauche, comme un parti d'extrême-gauche radicale communiste. C'était la stratégie qui aurait pu marcher si Bernie Sanders était le candidat. Et on dirait que les stratèges républicains n'ont pas modifié le discours d'investiture de Donald Trump en ayant Biden en face de lui. Donc ça, c'est vraiment une problématique, c'est qu'il a un discours qui n'est pas crédible par rapport au fait qu'en face de lui, il y ait une extrême-gauche, parce que ce n'est pas l'extrême-gauche qui est en face de lui. Après, l'autre élément dont vous parlez, c'est ce fameux élément de la haine et de la violence. Law and order, la loi et la justice, l'ordre et la justice, c'est une stratégie qui date de 1968. Richard Nixon avait eu cette stratégie, ça avait marché à l'époque. Le chaos, tant qu'il y aura ce chaos, ça va bénéficier aux républicains et ça peut aider à la réélection de Donald Trump. Sauf que cette année, il y a aussi le mouvement Black Lives Matter qui pourrait bien booster l'électorat noir qui ne s'était pas forcément déplacé pour aller voter pour Hillary Clinton. Et en Caroline du Sud ou en Floride, ou même dans le Minnesota, ça peut faire la différence. Alors, il y a aussi cette crise sanitaire qui peut être, selon certains analystes, l'élément déclencheur de la chute de Donald Trump. C'est dur à dire s'il a... Il a su récupérer vraiment le tir avec le port du masque. Il prône le retour à une économie et son argument qui s'entend vraiment de dire que la crise économique pourrait tuer davantage que le Covid, ça peut s'entendre. Donc il faut faire vraiment attention à ça. Sauf qu'on a déjà 190 000 morts au moment où je vous parle et c'est évident que ça va influer sur le choix des élections. Mais l'économie... Ouais. Oui, allez-y. Non, je disais qu'il peut aussi apparaître comme celui qui peut relancer l'économie en période de crise. Il peut aussi jouer là-dessus. Il joue totalement là-dessus. L'économie, c'est le talon d'Achille des démocrates. Trump est favorisé dans toutes les enquêtes d'opinion sur le sujet. Les marchés financiers sont montés. Il a encore 22 millions de chômeurs à rattraper à cause de la crise du Covid. Il y a 8,5% de chômeurs. C'est le taux de chômage qu'avait Obama quand il a pris le pouvoir. Mais bizarrement, alors que la crise économique vraiment bat son plein en ce moment, Donald Trump a un atout par rapport à l'économie. Sauf que la précarité sur le terrain se ressent vraiment énormément, surtout ici à New York. Les sans-abri, les Américains qui ne sont pas du tout comptabilisés dans ces chiffres du chômage, les travailleurs indépendants, les propriétaires de petits business, les coiffeurs, le monde du spectacle. Je vous promets qu'il y a une crise économique qui est encore beaucoup plus grave que ce que les chiffres montrent. C'est une vérité que le marché financier sont en hausse, que le chômage est redescendu à 8,5%, mais la réalité, c'est que la précarité des Américains n'a jamais été aussi haute. Alors, on va, pour finir, évoquer une possible réélection sous l'angle de la communauté juive et des rapports avec Israël, avec ce paradoxe. Le mandat de Trump a été marqué par des gestes forts envers Israël, comme celui-ci. J'ai décidé qu'il était temps de reconnaître officiellement Jérusalem comme capitale d'Israël. As the capital of Israel. Voilà ce fameux déménagement de l'ambassade américaine à Jérusalem ou encore les efforts de paix avec les pays du Golfe. Et je disais paradoxe parce que d'un autre côté, on constate clairement une libération de la parole antisémite aux États-Unis, des agressions antisémites. Aujourd'hui, on meurt parce que juif aux États-Unis. Oui, l'antisémitisme est vraiment en forte hausse. L'attaque suprémaciste contre Tree of Life à Pittsburgh a traumatisé la communauté juive, un peu les Américains pour quelques jours. Malheureusement, chaque attaque à main armée de masse fait un peu oublier la précédente et ça c'est vraiment problématique. On a vu principalement des juifs dans les rues pour manifester après l'attaque de Tree of Life. On n'a pas vu les Américains s'indigner dans les rues parce que des juifs ont été tués parce que juifs. Le Covid aura au moins permis à ce qu'il y ait moins d'attaques de masse pendant ces quelques mois, mais l'antisémitisme n'a pas cessé. Les théories du complot fourmillent sur la toile et dans la vraie vie. Vous savez, le QAnon, QAnon, c'est un groupe qui prend beaucoup de poids ici aux États-Unis, qui soutient Donald Trump. C'est un groupe suprémaciste, théorie du complot antisémite, qui a même une candidate Géorgie qui s'est présentée aux primaires républicaines et qui a été élue aux primaires et qui sera probablement élue en novembre au Congrès. Vous avez donc ce genre
craziness, j'allais dire en anglais. Des fois, je perds mes mots. L'anglicisme, ça arrive. Les anglicismes qui ressortent exactement, voilà. Mais qui vont arriver au pouvoir. Donc voilà, même Jersey City, il y a eu une attaque de l'autre côté de Manhattan, où les Juifs les plus visibles sont vraiment la cible de coups et blessures. Ici à Brooklyn, l'Amérique antisémite s'est vraiment réveillée depuis l'élection de Donald Trump. C'est pas lui qui l'a créé, mais la parole s'est vraiment libérée. Alors, on décrit Donald Trump comme un ami d'Israël. Est-ce que cela est vrai ou est-ce qu'on est dans de la stratégie politique ? Alors, on est complètement dans de la stratégie politique. Son amitié, elle est sincère avec Benjamin Netanyahou, ça j'en suis vraiment convaincu. Mais de toute façon, la raison principale pour laquelle, et il l'a affirmé lui-même il y a 3 semaines, la raison principale pour laquelle il a déménagé l'ambassade de Tel Aviv à Jérusalem, c'est pas parce qu'il aimait Israël, c'est parce qu'il voulait absolument séduire l'électorat évangéliste. Il a été poussé par Mike Pence, son vice-président, et d'ailleurs tout a été fait pour que l'annonce se fasse dans le salon avec les guirlandes de Noël, avec Mike Pence derrière. En termes de sémiologie, d'études de l'image, je peux vous assurer que les évangélistes ont été extrêmement satisfaits. L'objectif des évangélistes, c'est un peu plus noir que ça, malheureusement. Leur objectif, c'est une prophétie qui veut absolument qu'Israël soit sous un pouvoir juif au moment où le Christ redescend sur terre pour ensuite mieux les convertir ou les annihiler. Donc les arguments qui montrent que les évangélistes sont en faveur d'Israël se questionnent énormément sur leurs objectifs réels. David Benaïm, merci. Nous arrivons à la toute fin de cet entretien. En 30 secondes, je ne vais pas vous demander de vous avancer un pronostic, mais peut-être vous avancer à nous donner les éléments qui pourraient faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre. C'est le nombre d'électeurs qui vont se déplacer. Les gens ne changent pas leur voix. Les gens n'ont pas du tout voté pour Trump et vont ensuite voter pour Biden. Mais par contre, il y a des poches d'électeurs qui ne se sont pas déplacés. Seuls 65% des Américains ont voté à la précédente élection. Ça va se jouer à quelques pourcentages. Si les jeunes décident d'aller voter en masse, si les Noirs américains qui avaient voté pour Obama décident d'aller voter en masse, ou si l'Amérique blanche veut encore un dernier baroud d'honneur et qui décide de rendre toute sa grandeur à l'Amérique de Trump, décide d'aller voter en masse. C'est ce qui va vraiment faire la différence dans 6-7 États pivots. C'est très serré, particulièrement en Floride, et je peux vous garantir que le résultat, vous ne l'aurez pas le 3 novembre au soir, mais qu'il va falloir attendre beaucoup plus longtemps que ça. Merci David Benaïm pour toutes ces analyses et cet entretien. On vous retrouvera ponctuellement lors de cette campagne américaine et on peut évidemment dès maintenant vous suivre dans les coulisses de la réalisation de votre documentaire Les États désunis sur votre page Facebook pour les francophones et sur votre compte Instagram pour les anglophones @Benaïm avec un Y sur les pages YouTube, Instagram et Twitter. Vous pouvez donc suivre la campagne au quotidien grâce à vous en immersion. Merci David Benaïm d'avoir été avec nous. Voilà, c'est la fin de ce 12-13. Excellente journée à toutes et à tous. Je vous retrouve demain à 8h sur les antennes d'RCJ. Retrouvez l'invité de la rédaction sur radio-rcj.info.